L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Les gars dont je vais vous raconter le parcours sont des personnes en or, qui ont réalisé un truc assez incroyable pendant 4 ans. Et au lieu de vous raconter simplement leur histoire, je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant d'aller directement à leur rencontre pour qu'ils nous montrent les dessous de leur aventure. Donc avec Solane, qui m'a aidé à réaliser la vidéo et qui a conduit la voiture pendant plusieurs heures pour nous emmener jusqu'à Angers, on est allé les interviewer et on a filmé plein de trucs très cool chez eux. Bref, c'est parti pour l'histoire des 3 jeunes frères qui ont réalisé un film de science-fiction sans l'aide de personne. Avant toute chose, il faut que je vous présente nos 3 protagonistes. Emilien est l'aîné de la fratrie. En 2012, l'année à laquelle notre histoire commence, Emilien avait 23 ans et il était dans une école de formation d'acteurs. Johan est le cadet de la fratrie, il avait 19 ans quand ils ont commencé leur projet et il venait tout juste de démarrer sa formation dans une école de cinéma d'animation. Et le Benjamin, c'est Ellie, qui en 2012 avait 12 ans et qui, il était au collège quoi. Ensemble, ils vont réaliser un projet qui va leur prendre plusieurs années de leur vie, dans lequel ils vont investir du temps, de l'argent et qui a encore des répercussions sur leur vie aujourd'hui. Mais hop, avant que je commence à vous raconter cette histoire, il faut qu'on remonte aux origines de leur passion. Avec Johan, en fait, au tout début, on avait vraiment envie de faire des petits courts-métrages. Moi, je devais avoir 11 ans, et puis moi, 14-15, quoi. Et en fait, on avait une petite boîte Quality Street, et en fait, on mettait l'argent de poche, l'argent de Noël dedans. Et puis, au bout d'un certain temps, je crois qu'on avait 1500 € dans la boîte. On est allé à la Fnac, on a vu la caméra la plus chère, on l'a achetée, elle était à 1500 € tout pile, en liquide. Du coup, on est allé avec une petite boîte de Quality Street, et on a donné l'argent directement en liquide à la caissière qui a dû recompter plusieurs fois tous les billets. Et en fait, on s'est un peu fait avoir avec cette caméra parce que c'était un peu la dernière année des mini DV. C'était une super caméra pour l'époque, sauf que très vite après, c'est passé aux cartes SD. Donc en fait, c'était une caméra qui a vite été dépassée par d'autres caméras en fait. Et donc, avec cette caméra, ils vont se mettre à réaliser des petits films, des petites scènes avec des jouets ou en utilisant Ellie, leur frère, comme acteur principal. Le seul problème, c'est que la plupart de ces courts-métrages, ils les terminent jamais. Ils ont un peu de mal à aller jusqu'au bout de leur projet. C'était quand même une continuité de nos jeux d'enfants en fait. C'est-à-dire qu'on voulait continuer à jouer ensemble. Comme on grandissait, le jeu s'est transformé du coup plutôt en petit film quoi. On a voulu faire un court-métrage en noir et blanc, qu'on n'a jamais terminé d'ailleurs, qui était une sorte de policier. Je jouais le policier, puis Ellie jouait un tueur à gages. De 12 ans. Non, de 9 ans. Il y avait vraiment le côté expérimentation à l'époque, c'est-à-dire qu'on commençait, moi j'étais en classe au lycée, en classe cinéma, Emilien du coup t'étais aussi assez cinéphile, on commençait vraiment à chercher des trucs quoi, si on avait une idée de plan on se disait bon allez vas-y on essaye et puis... Il y en a quelques-uns qui ont été finis quand même, Deux bandits et un ukulélé, je crois que vous l'avez terminé les gars. Ouais. Après le scénario était pas ouf quoi. Le scénario était pas ouf. On avait vraiment du mal à les terminer. Mais un jour, il y a un élément qui va leur donner une impulsion. L'impulsion d'enfin réaliser un film jusqu'au bout. Nous te renverrons vers le futur. En 1955 ? Oh dur, c'est pas le pied. 2,21 gigawatts. Ellie et Johan ont regardé Retour vers le futur. Toi tu le voyais pour la première fois, nous on l'avait déjà vu. C'est là qu'on s'est dit, on a commencé, on a fait un truc, on savait encore pas trop où on allait, on a juste fait une petite scène avec des essais sur un cochon d'Inde et tout. On savait que ça allait paraître voyage dans le temps, mais on savait pas trop où est-ce qu'on allait et tout. Je crois que c'est là qu'on s'est mis d'accord avec Johan, puis ensuite avec Emilien qui nous a rejoint pas beaucoup plus tard sur le projet. On s'est dit... Vas-y, celui-là on le finit quoi. Et ça nous a pris 4 ans. Ils se décident donc enfin à mener à bien un court-métrage. Ils ne commenceront aucun projet avant d'avoir terminé celui-là. À ce moment-là, ils savent pas du tout dans quoi ils se sont réellement embarqués et que ce truc va en réalité leur prendre un peu plus de temps que prévu. Au début, ils tournent des petites scènes à droite à gauche, ils savent pas trop où ils vont. Dès qu'ils ont une idée de scène, ils la tournent. Ellie va même motiver Timothée, un ami à lui du collège, pour jouer l'un des rôles principaux du film. Ça, c'est la plus grande aventure du siècle après Minecraft, c'est le must de la technologie moderne. Leur film raconte l'histoire de Léo Fouché, un enfant qui intercepte un message venu du futur avant d'être envoyé en 2037 par une diabolique entreprise multinationale. Entre le présent et le futur, Léo va devoir arrêter le méchant du film, un certain Emmerich Boldenberg. Oui, ils se sont motivés à faire un film de voyage dans le temps, où il y a des scènes dans le futur avec des vaisseaux spatiaux, tout ça en amateur sans la moindre thune. Sauf qu'ils comprennent assez vite que les histoires de voyage dans le temps, déjà c'est compliqué à écrire, et que ce genre d'intrigue nécessite pas mal de temps et de scènes pour se développer. C'était un peu un
puzzle, la construction du truc. En Ouais, fait, ouais. on écrivait une scène, ou on tournait une scène des fois sur de la vraie grille. On se rendait compte qu'elle était bien, donc on se disait bon, celle-ci on la garde. Et puis après, il fallait essayer de construire autour pour relier les éléments. Il y a eu vraiment des moments casse-tête où on se dit mais attends, comment est-ce qu'on va relier cette scène-là à cette scène-là? On était parti sur du 15 minutes. À un moment, on s'est dit ça va peut-être faire 30 minutes. On a continué à tourner et puis on se disait non, mais il faut encore qu'on place ça entre. Et puis au final, voilà, c'est devenu progressivement un long métrage. Ouais. Je pense qu'on Et en fait- s'est dit c'est un long métrage peut-être au bout d'1 an et demi de tournage, peut-être Ouais, un an et demi, comme 2 ça, ans ouais. peut-être de tournage quoi. Parce qu'on tournait en même temps qu'on écrivait en fait. Ouais, vous avez bien entendu. Leur petit projet de court-métrage a rapidement muté en long-métrage. Et donc, ils vont profiter de leur week-end et des vacances scolaires pour tourner leur film qui porte désormais un nom, Eratum 2037. Bon, en vrai, c'est pas totalement vrai, ils l'ont trouvé plus tard le titre, mais bon, je trouvais ça stylé de le caser ici. Ils vont aller filmer à plein d'endroits dans leur petit village qui, pendant le tournage, devient en quelque sorte leur terrain de jeu. Ils arrivent à mobiliser des membres de leur famille, des amis, la médiathèque du village qui les laisse tourner dans leurs locaux. D'ailleurs, la médiathèque, c'est aussi l'endroit où on a filmé l'interview pour cette vidéo. Nos vacances n'étaient pas forcément calées parce que Johan était à Bruxelles. Il y a eu cette fois où il est venu spécialement de Bruxelles, on avait réservé justement la médiathèque pour tourner ici. Moi, du coup, mes parents m'avaient fait un mot pour que je puisse sortir et aller en tournage. Et puis au moment de sortir, la surveillante ne veut pas me laisser sortir parce que c'était déjà, je crois, la 2e ou 3e fois que je loupais des cours pour aller faire le film. Ce n'était pas un motif valable. Oui, c'est exactement. Donc ça s'est arrangé finalement parce que c'est ma mère qui est carrément venue et qui a expliqué que c'était pas possible de louper ce truc là parce qu'on avait réservé une médiathèque, Johan était venu spécialement de Bruxelles et tout quoi, donc ça nous a mis un peu en retard mais finalement on a réussi à rattraper le truc. Donc oui, il y a eu quelques petits conflits un peu avec le collège, puis en plus on a embrigadé un peu des potes aussi dedans, Timothée, Teddy, on a un peu corrompu la jeunesse. Mais ils font quasiment tout sans argent. En gros, ils utilisent les ressources qu'ils ont à leur disposition pour créer l'univers du film. C'est le souffleur qui a servi pour la machine qui envoie les billets en fait. On foutait des faux billets qu'on avait imprimés avec une imprimante quoi. Ouais. Les billets étaient projetés comme ça. C'était un coup à chaque fois, donc fallait. Ah oui. chaque fois, Pourtant, il y a une bonne impression de continuité dans la séquence. Chaque fois qu'on faisait un plan, il fallait qu'on ait qu'un seul jet dans le plan en fait. Comme on n'avait pas énormément de billets, en fait, entre chaque prise, il fallait 5 minutes pour ramasser tous les billets qui étaient par terre, refaire des tas, et là pour recommencer la prise. Ça devait être très rigolo. Bref, pendant 3 ans, ils vont tourner Eratum. Mais ils vont inexorablement se rendre compte que pour faire un film de SF qui se passe dans le futur, il faut des effets spéciaux. Le truc, c'est que Emilien, Johan et Ellie, ils sont pas trop fans d'effets spéciaux numériques. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du vrai. Évidemment, ils vont utiliser plein d'effets spéciaux numériques quand ce sera nécessaire, mais tout ce qu'ils peuvent faire en vrai, ils vont le faire en vrai. Et donc, on est allé leur demander comment ils ont fait pour créer tous ces trucs. Là, c'est toutes les maquettes qui ont servi pour Eratum. Sortir la voiture. Donc celle-ci. Donc ça, c'est que des bouts de trucs que vous avez récupérés à droite à gauche et que vous avez réussi à assembler ensemble. En fait, ça c'est une partie c'est un jouet d'avion, c'est ça? Ensuite, ça c'est de la pâte qui sèche. Celui-là, c'est un des premiers, je pense, qu'on a fait. Celle-ci, c'est peut-être la plus importante dans le film. Bah ouais. On a eu un peu de la chance parce qu'on a trouvé une voiture sur un vide-grenier, donc à... Une Fiat Panda quoi. Ouais, une Fiat Panda, donc c'est le C'est incroyable. Le bon modèle est à une échelle suffisamment grande pour qu'on puisse un peu la filmer. Mais on a mis assez du temps proche. à la trouver parce qu'on la trouvait Ah, on vous la la trouvait pas cherchiez sur internet, on la cherchait vraiment. Et en fait, par hasard sur une brocante à Bruxelles, qui est d'ailleurs la brocante de Tintin dans. Oui, c'est ça, Dans le film de Spielberg, c'est ça, Ouais, la brocante des Marolles. Ouais, on l'a trouvé par hasard quoi. On est tombé dessus, on a fait putain, mais c'est exactement ça qu'il nous faut. Oui, je crois qu'on l'a payé 5 €. Je pense à un peu un gros plan parce que du coup, on a dû refaire des doublures à l'intérieur de la voiture. En vrai, c'est hyper détaillé, c'est hyper joli. Donc en fait, celle-ci à la base, c'était en fait la Panda donc qu'on avait acheté sur internet, qui était trop petite en fait. Donc je l'avais fabriquée et au moment de faire les plans, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir faire des trucs suffisamment proches. Donc c'est à ce moment-là qu'on s'est dit bon, il va falloir en trouver une plus grosse quoi. Donc, Ouais, on est parti sur celle-là, il y a celle-là. plus de détails et tout. Ouais. C'était une question de détail, mais surtout aussi une question de mise au point. C'est-à-dire qu'elle était floue si on voulait faire des trucs de trop proches en fait. Ah oui, putain, ça marche encore. Ça marche encore. C'est la voiture de police qu'on voit aussi dans le tunnel. Là, Johan a incrusté aussi les trucs Wanted dessus. Ouais. Ouais, mais c'est cool parce que c'est un vrai mélange assez harmonieux entre de la CG et du After Effects, etc. et du travail de maquette. Et moi, je crois que ma préférée, c'est celle-ci parce qu'elle a un côté Mad Max trop cool. Ouais, c'est celle-là, je la trouve vraiment ouf. Donc en fait, tu vois, ils sont pas toutes aux mêmes échelles les voitures. Ouais. En fait, il y en a qui ont plus été faites pour être à l'avant-plan et d'autres plus à l'arrière-plan quoi. On a essayé de jouer un petit peu sur les échelles. sur les échelles. Enfin, disons qu'en fait, on a fait avec ce qu'on avait sous la main, mais après, on s'est dit bon, alors celle-ci, ça va aller plutôt bien réussi, on va la mettre devant. Mais celle-ci, Ah, ok.
Non, c'est pour le décor. On la voit un petit peu. Ouais, je crois qu'il y a un plan latéral où elle passe à côté de la voiture de police. Il y a un petit bonhomme dedans. Et en tout pour la scène du tunnel, du coup, vous aviez combien de voitures? Il y en a combien qui ont été dédoublées et qui ont... Je crois pas qu'on les ait dédoublées. Alors si, peut-être sur les plans du fond parfois, mais globalement on les a pas trop dédoublées. On les a pas dédoublées, par contre il y en a qu'on a repeintes. Je pense qu'il y avait une vingtaine, non? Il devait y en avoir une vingtaine, je pense. Quelque chose comme ça. Et moi, ça c'est moi qui l'ai fait celle-là. C'est ma plus grande fierté. C'est surtout Johan qui va diriger ce travail sur les effets spéciaux. Et cette partie-là, elle va leur prendre en tout 1 an de tournage. Vraiment, le tunnel, c'est ce qu'on a tourné la dernière année, ouais. Et vous l'avez repoussé parce que c'était le plus compliqué ou c'était prévu que vous alliez faire ça en dernier? C'est parce que ça prenait le plus de temps en fait. Je me rappelle qu'on avait storyboardé et j'avais même fait une petite animatique, donc une prévisualisation. À deux, on y arrive. Donc ça dès la première année où j'ai commencé à bosser dessus à l'école. En fait, j'avais fabriqué une première version du tunnel et j'avais tourné du coup avec un petit caméscope et puis des petits bouts de bois pour faire les voitures et tout ça. Okay. Voilà, on avait fait un truc pour te donner un peu pour voir plan par plan ce que ça allait donner. La caméra est sur un gros robot articulé, tu vois. C'est quand on a des boucles en fait, c'est-à-dire que t'as les longs plans où ils sont en train de discuter avec au volant, où en fait c'est un long plan continu, donc en fait la maquette se répète, faut que ça aille toujours à une vitesse constante. Logique, ouais. Pour qu'on puisse se faire répéter la maquette. Parce que t'aurais pu le faire sans motion control, mais ça aurait été une vitesse hyper aléatoire, hyper bizarre. On aurait vu un bout de mur qui va un peu moins vite et puis l'autre qui va un peu plus vite. Ok. Et donc là, je vois un petit bout de verre là-bas, et donc logiquement, c'est pour incruster les persos. C'est ça. Donc voilà, donc en fait, ça faisait l'ascenseur qui montait comme ça. Une fois que toute la partie effets spéciaux est terminée, il va falloir finaliser le montage. Et pour la musique, ça fait déjà pas mal de temps qu'ils travaillent avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Phil Garbut. Et la manière dont ils ont trouvé leur compositeur est assez originale. Phil, en fait, le compositeur, on l'a trouvé sur un site internet. Compositeur.org. Compositeur.org. Sur compositeur.org. Il y avait un chat en fait sur le. C'est un forum. C'était un forum, ouais. Et on l'a contacté comme ça. C'était encore un court-métrage à l'époque. Je me rappelle, on lui avait dit vous serez pas payé, mais ce sera pour un court-métrage d'environ 25 minutes. Et du coup, il nous a fait un petit test sur une scène qu'on avait tournée, qui était super cool. Un truc un peu à la Bernard Herrmann, quoi. Il nous a toujours suivi en fait, même quand le film prenait de l'ampleur. Lui, ça l'a pas dérangé plus que ça. En fait, il suivait quoi, alors qu'il aurait très bien pu dire non les gars vous déconnez, on passe d'un film de 15 minutes à un long métrage de plus d'1 heure. Surtout qu'il était pas payé quoi. On l'a quand même payé après grâce aux projections. Puis c'est vraiment quelqu'un d'adorable quoi. Et il est irlandais, c'est ça si je ne m'abuse? Oui, il est irlandais. Il vit en Normandie mais il est irlandais. Il vit en Normandie, ouais. En fait on se parlait que en visio en fait. Et on l'a rencontré pour la première fois à Cinéma Brut. Donc au bout de 4 ans. Ouais, au bout de 4 ans, on l'a vu en vrai. Ça fait 4 ans qu'ils sont sur leur film, et franchement, ils aimeraient bien en voir le bout. C'est assez compréhensible, hein, au bout de 4 ans, t'as un peu envie de passer à autre chose. Surtout que, comme je vous ai dit, ils se sont interdits de travailler sur d'autres projets avant d'avoir terminé Eratum. Et sur la fin de la production, c'est vraiment le rush. On avait prévu une date de sortie, et en fait, on n'a pas réussi vraiment à tenir vraiment nos délais. Donc en fait, toute la fin, les derniers mois, c'était très tendu. On était un peu sous pression, on réalisait pas forcément le fait que le film allait bientôt se finir, enfin voilà, que toute l'expérience allait se terminer. Je crois que c'est vraiment en projection où voilà, on a senti un grand soulagement. En plus, on a vu aussi le plaisir, enfin voilà, les rires des gens à qui on montrait le film. Une fois que la post-production du film est terminée, ils vont commencer à montrer le film à leur entourage. Il y a plein de personnes du village qui ont participé de près ou de loin au projet, ou alors qui en ont entendu parler. Et donc, c'est enfin le moment de dévoiler Eratum 2037 au public. La première projection qu'on a faite, c'était chez nos parents. Il restait encore des fonds verts. Oui, parce qu'en fait, au final, on a vraiment fini le film en septembre, en fait. En fait, à chaque projection, en fait, on modifiait les trucs, on mettait ce qu'on avait fini en plus, quoi, pour avoir la version la plus finale possible. Ça faisait 4 ans, mais on voulait toujours rajouter des petits trucs. Le pire, c'est qu'à chaque fois, on s'y prenait vraiment le soir même, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de se donner la deadline de la veille en se disant, bon, on lance l'export cette nuit, et puis voilà, à chaque fois, c'était quelques heures avant, oui, non, mais si, c'est bon, on va avoir le temps, et puis à chaque fois, il y a un problème. C'est dommage qu'il n'y ait pas Timothée qui soit là, parce que Timothée, je pense qu'il, quand je l'ai appelé pour lui dire qu'on allait faire une interview, il voulait absolument raconter son point de vue aussi sur la dernière. Il arrivait justement pour la dernière projection, et en fait, il était jeune sapeur-pompier à ce moment-là. Le dimanche matin, je devais être présent au salon de sapeur-pompier, c'était impossible, il y avait la projection, tout ça. Et le lendemain aussi, enfin il y a des projections tout le week-end. C'était un chef de section très pète sec. Et il me disait, si tu continues comme ça, t'auras pas ton BEP, t'auras pas ton bac, même mon fils de 4 ans à côté, il fait mieux que toi. D'accord. Moi je disais rien, mais je disais, il part un peu loin quand même. Mais j'ai eu mon BEP, j'ai eu mon bac, tout va bien. J'en suis pris plein la poire en fait. Je suis bon, tant pis, moi je vais aller à ma proche. Et puis
les pompiers, c'est terminé. Et du coup, voilà, je sors des pompiers. Bon, voilà, plus de pactage, plus de tenue de pompier, plus rien. Je fais bon, ça c'est fini. J'ai fait un sacrifice pour le cinéma. Donc il a abandonné les jeunes sapeurs-pompiers, il allait voir la projection en mode oui, ça va être trop bien et tout, ça va être trop cool et tout. Puis quand il est arrivé, nous on était sous pression, le film était pas fini. On était sur nos ordinateurs. On était sur nos ordinateurs déprimés et tout. Moi je suis allé me défouler, j'ai tapé dans des chaises. Le soir même, en fait, on n'avait pas fait l'export, quoi. On était encore sur nos ordinateurs. Je voyais l'ambiance, c'était lourd, c'était orageux, c'était hyper électrique. Je voyais Johan et Ellie qui planchaient sur leurs ordi, mais genre, il n'y avait pas la même ambiance que d'habitude, tu vois. C'était déprimant. Quand je suis arrivé, moi je fais salut les gars, bon bah ok, je les vois taper sur l'ordi, je fais bon, ils ont l'air d'être bien concentrés, c'est un peu bizarre, c'est pas comme d'habitude. Bon bah on prépare, malgré tout, on prépare la projection, on installe les chaises, on installe l'écran, vidéo proche, tout ça. Donc l'avantage c'est comme moi j'étais dispo, je m'occupais de la technique en général. C'était assez fou, il y avait donc ce grand écran qu'on avait tout préparé, tout nettoyé. Je vois Ellie qui arrive au loin, avec une démarche un peu, je saurais pas décrire, mais pas normal comme d'hab, c'était atypique. Il fait ça de loin, je vois, il fait... C'est mort, je fais oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de me sortir? Il fait ouais non c'est mort, on allume la projection et tout. Je fais mais il y a 200 personnes en fait qui attendent, il y a 200 personnes qui viennent ce soir, tu vas aller leur annoncer que du coup il y a plein. Il fait ouais mais il y a rien qui est prêt, tout ça. Les gens ils veulent voir, ils veulent se voir eux dans le film, ils veulent voir ce que ça a donné. Au pire vous donnez des excuses, ils savent que c'est homemade, ils savent qu'il y a zéro budget, ils l'ont bien vu au tournage, tu vois, c'était une bonne ambiance, c'était bon enfant. Donc il était pas convaincu, il était ouais mais non. Et puis là je réfléchis 2 secondes, je fais attends je vais essayer de faire un petit scoop et tout. Le pire c'est que ça a marché. Je fais bon Ellie, je viens de rentrer des pompiers, je viens de me faire virer parce que je veux faire cette projection, parce que je fais du cinéma. On est à une projection, il y a 200 personnes qui nous attendent, il y a un film, vous avez fait 4 ans à le faire, etc. Et c'est le moment, quoi. C'est le rush, c'est normal que ce soit compliqué et tout ça. Et rien dit. Il a fait demi-tour, il est parti. Putain, je vais le laisser tranquille. Et puis il a bossé, puis la projection elle s'est faite, tu vois. Puis cette anecdote en général j'aimais bien la raconter pendant les projections, tu vois. Je sais pas, je leur disais c'était le rush et tout ça, j'ai quitté les pompiers, ça mettait un petit peu de l'or dans la projection. Et puis j'arrivais bien à mettre un petit speech. À la fin il y avait toujours des petits applaudissements, puis le gars il était fier, il se regardait, c'était des beaux moments quand même. Voilà, le film est terminé. Mais c'est pas encore tout à fait la fin de notre histoire. Eratum 2037 est un film que je trouve personnellement génial. En voyant le produit fini, il serait facile de se dire que c'est un film qui a tous les défauts d'un film amateur. Que l'image n'est pas parfaite, que le son n'est pas ouf, et que oui, Ellie passe de 12 à 15 ans d'une scène à l'autre. Effectivement, ça arrive. Enfin bref, ce serait facile de montrer du doigt toutes les caractéristiques amateurs du film. Mais quand on y regarde de plus près, on se rend vite compte que Eratum 2037 possède de réelles qualités narratives, surtout pour un film tourné pendant les week-ends et les vacances scolaires. Le travail monumental sur les effets spéciaux saute aux yeux. Et en plus, ces SFX, ils ont une patte extraordinaire. J'ai jamais vu des effets spéciaux avec cette gueule-là dans un film amateur. Les maquettes donnent vraiment un style de ouf au film. Franchement, j'ose le dire, Eratum 2037 est l'un des meilleurs films de science-fiction français de ces 10 dernières années. Par exemple, c'est 1000 fois mieux que Valérian. Et je pense qu'il faut aussi pas avoir peur du résultat. Moi, je trouve qu'un défaut de beaucoup de films amateurs, c'est qu'on a l'impression que la principale préoccupation des réalisateurs, c'est d'avoir une image professionnelle. Enfin, en fait, d'essayer de se rapprocher d'une sorte de cinéma un peu pro. Or, justement, en fait, il faut justement assumer ce côté amateur un peu bancal et essayer de jouer avec. Et ça donne un charme et une patte au film. Il faut servir des contraintes pour créer quelque chose de frais et de nouveau, quoi. Eratum transpire l'amour pour le cinéma. Ça se voit que Johan, Emilien et Ellie adorent faire des films. Et leur film est d'ailleurs bourré de références et d'inspiration. On a vraiment grandi dans un petit village et tout, tu vois, et quand on voit le cinéma français, en fait, en général, ça se passe surtout à Paris, en fait. Quand ça se passe à la campagne, c'est toujours des films de vacances, des trucs... ouais, voilà, c'est ça. C'est les gens de Parisiens qui quittent la campagne pour aller... souvent. En fait, nous, du coup, on était vachement plus touchés par le cinéma, justement, des années 80, de Spielberg et tout, où ça se passait, certes, aux États-Unis, mais beaucoup plus dans la campagne, en fait, dans les endroits où il se passe rien et où il y a un événement extraordinaire qui arrive et qui fait un peu vibrer l'imaginaire, tu vois. Et je pense que du coup, nous, on a vachement été influencés par ça aussi. Et complètement, l'histoire des vélos, effectivement, c'est que dans les films américains des années 80, on voit ça, et puis c'est repris dans Stranger Things, mais c'est vrai que dans Stranger Things, c'est plus parce que ça fait cool de mettre des gamins à vélo, parce que ça rappelle les années 80, alors que nous, c'est notre vie, pour nous, en fait, c'était notre vie, on allait à l'école à vélo, on traversait notre village pour aller au collège ou à l'école. À la fois, il y avait cette idée de faire référence au cinéma américain des années 80 et en même temps c'était aussi notre vécu en fait. Les influences échangeaient en fonction des périodes aussi, c'est ça qui est marrant. Oui. Donc, si on découvrait un nouveau réalisateur qui nous emballait, en fait on essayait d'intégrer des trucs qu'on avait vus dans ses films. Après ces projections locales, l'équipe des Ben Brothers va commencer à travailler sur d'autres projets. Eratum 2037, c'est derrière eux. C'était un projet pour s'entraîner, ils ont appris plein de trucs avec, mais ils veulent continuer à créer. On s'est dit après Eratum 2037 qu'on n'allait pas se relancer tout de suite dans un long métrage comme ça. Parce que c'était quand même assez éprouvant, même si
aussi eu beaucoup de plaisir. Et si on s'était quand même relancé, c'était pas un long métrage, mais quand même. Oui, c'est vrai que t'avais des projets. France, on avait fait un film qui se passe dans les années 40 et tout, qui était pas mal éprouvant aussi, qui était super cool, qui était assez éprouvant. On fait que des trucs hyper ambitieux quoi. Bah là, justement, je crois qu'après Douce France, on s'est quand même dit. Enfin, moi en tout cas, je me suis dit, les voyages dans le temps là, ça commence à. À ce moment-là, ils sont loin de se douter que l'aventure d'Eratum 2037 n'est pas encore tout à fait finie. Alors en fait au départ on comptait juste le projeter dans les médiathèques alentours, on l'a projeté dans un camping, on l'a projeté dans un ranch, le ranch d'une amie. Donc en fait on organisait des petites projections comme ça, on faisait venir du monde, on faisait des petites affiches, des petits événements Facebook. C'était vraiment un truc local quoi. C'était vraiment un truc local, ouais. Au début ça a vraiment été projeté dans le Maine-et-Loire. On a quand même voulu faire des DVD, on a tiré 200 DVD qui se sont vendus assez vite. En fait Johan a eu l'idée de l'envoyer au Festival Cinéma Brut du coup à Paris. Que j'avais repéré un peu sur internet. J'ai vu, ah tiens, leur ambiance, leur démarche et tout ça, ça collerait peut-être avec Eratum 2037, sinon il n'y avait pas vraiment d'autres festivals où l'envoyer. On l'a envoyé un peu en se disant voilà, on verra bien quoi. Le matin on a reçu le mail comme quoi on était sélectionné. Mais on était en séance de boulot, je me souviens. Ouais, c'était un lendemain de tournage. On y était, et puis sans trop attendre parce qu'on s'est dit il y a d'autres longs métrages en compétition. Plutôt quali, ouais, il y avait quand même certains longs métrages qui avaient été autoproduits mais avec des moyens bien plus conséquents que le nôtre. Et puis finalement on a eu le premier prix du festival de Brut d'Or du long métrage. En fait il y avait un membre du jury, Nicolas Landais, qui a adoré le film, qui nous a dit il y a un festival à Lyon de science-fiction, venez, on vous programme hors compétition. À Lyon il a été projeté et en fait il y a un critique australien qui nous a demandé s'il pouvait le voir, donc on lui a envoyé le film. À l'occasion du festival, il a écrit une critique qui était très bonne, enfin il a vraiment beaucoup aimé, et il se trouvait que lui était directeur d'un festival à Sydney, un festival de science-fiction, donc il nous a proposé de proposer le film à la sélection. Il a été pris et donc on a été projeté aussi, le film a été projeté aussi en 2019. Un festival en Corée aussi qui nous a appelés, et puis ensuite il y a, grâce au festival de Sydney, une agence de distribution qui nous a contacté pour voir le film. Il était très très content du film et ensuite il nous a proposé de le vendre. Nous on était un peu sur le cul quand on comprenait pas trop. En fait c'était de surprise en surprise quoi. Là on venait de l'avoir envoyé en Corée, donc on s'est dit bon voilà, là c'est bon, et je pense qu'il a fait son chemin le film, et en fait ça continue à surtout que ça s'est allé dans le temps en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois on se disait bon ça y est, là c'est bon, ça fait 6 mois qu'on n'en entend plus parler, et puis il y avait quelqu'un qui nous renvoyait un petit peu. Donc je pense qu'on s'attendait pas aussi à ce que ce film là, à partir du moment où on l'a montré à Paris et en fait dans un cadre de cinéphile en fait, que ça allait autant marcher en fait. Cinéma Brut a vraiment lancé le truc, et ensuite il a fait son parcours tout seul, les gens en entendent lui parler jusqu'à l'étranger quoi. En fait, leur histoire elle me fait beaucoup penser au documentaire Raiders. C'est un documentaire qui parle de 3 ados qui ont refait Indiana Jones premier du nom sur leur temps libre pendant les années 80. Franchement c'est un docu très très chouette, je vous le recommande vivement. Ce festival en Australie va leur permettre de trouver un distributeur. À aucun moment ils pensaient pouvoir revendre le film ou alors en faire de l'argent. Mais pourtant cette société va bel et bien distribuer le film dans tous les pays anglophones. Ce qui fait qu'Eratum est aujourd'hui disponible sur Amazon Prime US par exemple. C'est quand même assez ouf leur histoire. Et donc, est-ce que vous pouvez voir le film en France ? Attendez une petite seconde parce qu'on va en parler dans la suite de notre histoire. Depuis Eratum, les 3 frères ont réalisé plusieurs courts-métrages que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur leur chaîne YouTube. Je vous recommande vraiment d'aller checker leur chaîne et de vous abonner. Vraiment, leurs courts-métrages sont excellents. Et mon petit doigt me dit qu'ils vont réaliser des trucs très intéressants dans le futur. Et donc, est-ce que vous avez envie de refaire un long-métrage ? Oui. Ah, c'est assez officiel. Oui, on a envie de faire un long métrage. Oui, d'accord. Non, mais après, le long métrage, on sait pas on a envie de faire un long métrage. Avec ces courts-métrages, ils ont d'ailleurs gagné un prix au Festival Frames en 2020, et en 2021, ils sont retournés à Frames, toujours, où ils ont gagné le Grand Prix, avec leur court-métrage La Mort qui tue, que je vous recommande vivement, et qui est sur leur chaîne YouTube. Bravo aux Ben Brothers Productions. Alors qu'ils pensaient qu'Eratum 2037 était une bonne fois pour toutes derrière eux, ils ont reçu un coup de fil à la fin de l'année 2021 de la part de la plateforme Outbuster, qui leur a tout simplement proposé de distribuer le film en France sur leur plateforme. Donc si vous voulez voir le film, et je vous conseille vraiment d'aller le voir, il y a un lien dans la description pour voir le film sur Outbuster, et d'ailleurs la première semaine d'abonnement est gratuite. Quand ils m'ont raconté leur histoire pour la première fois, ça m'a beaucoup fait penser à la manière dont Robert Rodriguez avait fait son premier film. Et si vous voulez plus de détails, j'ai fait une vidéo sur le sujet, que vous pouvez voir juste là. Merci beaucoup à Emilien, Johan et Ellie pour leur accueil, vous avez été super cool les gars. Merci à Sylvie Poulain et à Denis Benoît, merci à Julien Baudin et à la Cinémathèque La Bulle à Mazé, et enfin merci à Solane pour avoir conduit pendant de nombreuses heures et pour avoir géré le tournage. On se retrouve la semaine prochaine, ciao.